Vous êtes en direct. Oui. T'es sûr qu'on est en direct? C'est parti. Moi, je vois pas les commentaires, mais c'est pas grave. Bon. Moi, je te vois, Frédéric. Je ne sais pas si tu me vois. Bonjour à tous, chers amis du Forum 104. Voilà, on a un petit peu de retard parce qu'on a encore eu des soucis techniques 5 minutes avant de démarrer. Voilà, on va devenir des pros des réseaux sociaux et du web. Voilà, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce premier Facebook Live. Voilà, depuis que notre pays a été mis en confinement, et je suis heureux d'accueillir ce soir Ivan Malchev, que je représenterai tout à l'heure. Bienvenue Ivan. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Et merci à vous tous qui nous retrouvez, qui êtes confinés chez nous. Voilà, les confinés parlent aux confinés, une manière de nous soutenir les uns les autres et de rester en lien depuis que le Forum 104 est fermé. Voilà, alors le monde tel que nous le connaissions, tel que nous le connaissons encore, s'est évanoui, ou plutôt s'est suspendu, s'est arrêté à l'espace de quelques jours. Un monde de flux, de mouvements, d'échanges permanents à l'échelle mondiale, et mouvements qui nous ont également apporté ce virus qui nous oblige aujourd'hui à une sorte de repos forcé, au confinement, à une forme d'immobilité, à une forme de retrait également. Alors certains, depuis quelques jours, utilisent l'image de la vague, cette vague qui est partie de Chine et qui submerge aujourd'hui l'Europe, puis aujourd'hui le monde entier également, pour décrire ce qui est en train de se passer. Vague qui nous a surpris, alors que pourtant nous étions prévenus, et même si encore aujourd'hui certains sont encore dans une forme de déni. Voilà un petit grain de sable qui s'appelle Covid-19, s'est introduit dans les rouages de nos sociétés, de nos économies interdépendantes, pour les mettre à l'arrêt et pour les bloquer. Alors ce petit virus, à la fois, il n'est pas très puissant, mais dans notre monde globalisé, il a pu circuler très rapidement. Et finalement, la propagation massive de ce virus n'est pas un accident, mais une conséquence de cette mondialisation. Voilà, de telle sorte que je reprends cette phrase de Cynthia Fleury, chacun est aujourd'hui invité à en faire le moins possible, car de ce rien dépend la protection du tout fait par d'autres. Alors, certains pourraient se demander s'il était opportun de proposer aujourd'hui ce rendez-vous, alors que nous ne sommes qu'au début de cette crise, alors que nos proches, familles ou amis, sont actuellement pris par la vague de l'épidémie, en tant que malades ou en tant que soignants. Est-il opportun aujourd'hui de tenter de poser une parole sur ce que nous vivons? Certains estiment, et j'ai des amis autour de moi qui me disent qu'on devrait commencer par se taire et faire l'expérience du vide avant de vouloir le remplir. Que nous ne devrions peut-être pas projeter nos marottes, nos représentations mentales sur un événement qui échappe encore sans doute à nos capacités de réflexion et de discernement. Sylvain Tesson dit que nous devrions arrêter de nourrir la pompe Internet et arrêter de soutenir l'ordre digital. Voilà, que le silence et le retrait devraient être le signe d'une rupture profonde avec le monde d'avant. Alors, ce n'est pas le choix que nous avons fait au Forum 104. Voilà, on a voulu effectivement proposer ces rendez-vous qui se veulent réguliers. Il y en aura d'autres les dimanches qui suivent. Et ce sera notre manière de contribuer d'une certaine manière à ce qu'on peut appeler l'effort de guerre, puisque certains ont voulu utiliser le mot de guerre pour dire ce que nous sommes en train de vivre. Et de pouvoir contribuer également au moral des troupes. Voilà. Voilà, nous pourrions peut-être prendre du temps d'ailleurs pour identifier clairement notre ennemi. C'est qui notre ennemi? Est-ce que c'est le virus ou voilà, est-ce qu'il y a un autre ennemi, un ennemi invisible qu'il faudrait pouvoir nommer et qualifier? Le Forum 104, comme tous les lieux non essentiels à la vie du pays, a fermé samedi dernier. Mais ceci dit, on veut continuer à faire notre mission et de continuer à être ce lieu de brassage et de coopération entre diverses approches de l'homme et de la société, pouvoir mettre ensemble différentes voies de développement personnel et de spiritualité pour accompagner chacun dans sa quête d'essentiel face aux transformations en cours. Voilà. Et aussi longtemps que durera le confinement, nous vous proposons d'autres rendez-vous pour nous poser des questions aussi essentielles que comment pouvons-nous transformer cette épreuve en bienfait?
Que pouvons-nous faire de cette épreuve? Est-ce qu'il y aura un avant? Est-ce qu'il y aura un après? Et à quoi pourrait ressembler l'après? Est-ce que nous vivons quelque chose qui pourrait ressembler à un effondrement? Est-ce que c'est une métamorphose à laquelle nous assistons? Ou est-ce que le monde, finalement, reprendra sa marche comme si rien n'était, quand nous aurons repris possession de nos rues, de nos usines, de nos quartiers, de nos villes? Et comment aujourd'hui pouvoir traverser cette épreuve individuellement et collectivement, puisqu'il s'agit bien d'une crise, d'une épreuve individuelle et collective. Alors, je suis heureux aujourd'hui pour ouvrir cette série de rendez-vous, d'accueillir Ivan Matchev. Ivan, tu interviens depuis plusieurs années au Forum 104. Et en dehors du Forum 104, je te laisserai compléter tout à l'heure si besoin. Tu accompagnes de nombreux collectifs de citoyens ou collectifs d'associations de la société civile qui s'efforcent de créer, d'imaginer, de vivre des initiatives porteuses d'espérance et de renouveau dans les domaines économiques, sociaux ou environnementaux. Et dont tu témoignes dans ton ouvrage, qui est sorti en 2011, Les nouveaux collectifs citoyens, chez Yves Michel. Alors, est-ce qu'il serait nécessaire, Ivan, de compléter ce court portrait de toi? Merci Frédéric et bonjour à tous ceux qui écoutent maintenant et peut-être qui écouteront plus tard. Avant de démarrer, de répondre, je voudrais juste me connecter en pensée avec effectivement deux choses. D'abord, tous ceux qui traversent, et on est maintenant extrêmement nombreux, peut-être une grande partie de la population mondiale, je ne sais pas, mais qui traversent de façon plus ou moins intense, et en particulier ceux qui sont les plus exposés, qui ont peut-être une vision un peu différente de ceux qui sont reclus par contrainte. Donc de les avoir à la pensée, parce qu'ils sont en première ligne, on pourrait dire ça comme ça, et ne pas oublier cela. Et puis effectivement, dire aussi, avant peut-être de répondre directement à ta question pour me présenter, que j'ai eu un petit peu de mal à dire oui tout de suite, même si j'ai accepté. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous, parce qu'il s'agit bien sûr d'un partage, tellement j'étais plongé moi-même dans une espèce de deux personnalités, une préoccupée par ce qui est en train de se passer et qui gère l'organisation de logistique humaine, professionnelle de la situation, et puis l'autre très très tirée vers l'intérieur de ce qui est en train de se passer, en m'efforçant peut-être d'être encore plus à l'écoute, et c'était assez difficile de ressortir de ça. Donc merci de m'avoir permis de refaire surface, si je peux dire. Voilà, et juste pour terminer la partie présentation, peut-être dire que je fais le métier de coach et j'essaye d'accompagner effectivement les personnes en action, soit individuellement, soit collectivement, qui veulent gérer des petites, moyennes ou grandes transformations. Voilà, c'est un petit peu ça mon métier. J'ai le privilège et le bonheur de pouvoir intervenir en partage avec d'autres au Forum 104 depuis quelques temps. Donc, merci de me permettre de continuer ce partage avec vous. Merci d'avoir accepté de sortir effectivement de cette retraite. Il y a effectivement d'autres personnes que j'ai sollicitées pour les semaines suivantes qui m'ont dit que voilà, ils avaient plutôt aujourd'hui envie de vivre quelque chose de l'ordre du silence et de la retraite. Voilà, donc merci d'être quand même avec nous, Ivan, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est pour toi, à quoi exactement nous assistons? Qu'est-ce qui est selon toi en train de se passer aujourd'hui? Alors, partir de l'observation. L'observation, c'est quoi? C'est un événement brutal, soudain, nous met tous plus ou moins en état de sidération. C'est la caractéristique d'un changement ou d'un choc violent, parce qu'il y a une violence dans le côté d'irruption de cet événement, c'est de nous mettre en état de sidération. Un peu comme si, l'image qui m'est venue en réfléchissant, on a retiré la nappe de nos habitudes, la nappe sur laquelle notre monde est agencé, notre monde quotidien pour chacun d'entre nous, nos occupations, hobbies, nos activités professionnelles, etc. Et tout d'un coup, la nappe est retirée. Et là, il y a une sidération et il y a un choc. Donc ça, c'est la première chose, c'est de dire, nous sommes interpellés de façon individuelle, tous, alors de façon différente, hein, pour certains selon notre histoire, nos équations personnelles, nos plus ou moins grandes difficultés. Évidemment, l'histoire ne sera pas la même, mais le constat sera le même pour tout le monde, un choc, une sidération, et peut-être un questionnement sur
tout d'un coup, j'étais dans une espèce de trame d'espace-temps où tout était organisé, et tout d'un coup, ça s'arrête. Quelque chose s'arrête. Donc ça, c'est extrêmement fort, et c'est vrai que probablement à l'échelle d'une vie, ce sont des événements qui sont assez rares, assez peu fréquents, qui viennent nous chercher. Donc ça, c'est ma première observation. Si on regarde maintenant de quoi il s'agit, quelque part, le vivant vient nous interpeller encore plus proche, de façon encore plus proche. On a déjà le vivant qui nous interpelle à travers les turbulences écologiques, on va appeler ça comme ça, du climat, de l'environnement, tout ce que nous vivons les uns et les autres. Mais là, ça vient nous chercher de façon beaucoup plus vitale, nous interpeller personnellement dans cette espèce de questionnement sur, au fond, ce virus, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Et là, alors, quelques réflexions. D'abord, le virus vient toucher un aspect de notre vie qui est la respiration. La respiration, c'est ce qui nous permet de nous connecter avec le reste du monde, avec l'invisible, hein, c'est le lien quelque part entre le visible et l'invisible, l'air, le subtil, et c'est à cet endroit-là précisément que nous sommes interpellés, puisque si effectivement le virus agit, il vient interrompre un processus vital qui nous relie au tout. Histoire de nous dire que si nous n'avions pas encore compris à quel point nous sommes interdépendants, alors cette fois-ci, je crois que j'espère que nous l'aurons tous compris. Et l'interdépendance, c'est pas un vain mot, c'est que nous ne sommes rien sans la connexion au reste du monde. Alors, tant que ça reste des idées intellectuelles, tout est relié, etc., on peut adhérer comme ça, mais quand on commence à être touché à titre personnel, on se rend compte que c'est pour de vrai, que tout est interconnecté. Et face à ça, qu'est-ce qui permet à des systèmes de garder une immunité forte? C'est la force du lien qui rend les choses cohérentes entre elles, qui tient les choses entre elles. Ça, pour que l'interdépendance ne soit pas une somme d'agression, il faut que le lien, ce qui tient l'organisme, soit puissant. Il faut que l'immunité du corps social et du corps individuel soit puissante. Et qu'est-ce qui, à un moment, effectivement, permet un corps social, mais un corps individuel aussi, de garder cette immunité forte? C'est justement la force de cohésion interne qui vient nous chercher sur, alors ce qu'on pourrait mettre des mots comme solidarité, comme fraternité, comme qualité du lien entre nous et les autres, le vivant. Donc, quelque part, qu'est-ce que vient nous montrer ce virus? Il dit, vous êtes interdépendants, connectés. Attention, cette connexion, vous ne la vivez pas d'une façon qui permet le maintien du système immunitaire. Il y a de la disharmonie. Cette disharmonie se manifeste de mille et une façons, et le virus en est une des expressions. Et elle vient nous chercher encore plus fort aujourd'hui pour nous dire attention, vous faites quelque part fausse route, en tout cas c'est la lecture que moi j'en fais, vous faites fausse route sur vos orientations. Donc voilà, interdépendance et fragilité de la vie, et face à ça, besoin de remettre de la force du lien, besoin de remettre de la solidarité, de la cohérence, de l'harmonie avec le reste du vivant, comme étant une espèce de fil directeur de quels devraient être maintenant les changements qu'on doit accomplir à titre personnel et à titre collectif. Alors je reviendrai sur le personnel après, mais dans un premier temps, je voulais le regarder plutôt à titre collectif. Et puis, ce que je voudrais aussi dire, c'est que en préparant un petit peu sur ce virus, j'ai découvert que effectivement, ce scénario de virus était au fond déjà bien connu de plusieurs rapports, mentionné dans plusieurs rapports. Et j'ai même découvert, alors à mon plus grand étonnement, qu'il y avait un thriller écrit en 1981, donc on trouve tout de suite sur Internet dès qu'on cherche, qui décrit le scénario que nous vivons aujourd'hui, partant de Wuhan, qui parle d'un virus très comparable au coronavirus, qui parle de 2020, donc écrit en 1980. C'est dire à quel point, en fait, nous savons ce qui pourrait nous arriver, mais nous ne prenons pas au sérieux le fait que nous devons, je vais peut-être développer ça avec vous, changer complètement l'orientation de nos sociétés, de nos vies et de notre civilisation. Nous le savons, mais maintenant, je dirais que ça vient nous chercher.
ça vient nous chercher très fort. Voilà, alors je te laisse guider Frédéric pour la suite, parce que je ne voudrais pas être trop long dans ce développement-là. Alors justement, par rapport à cette question, tu disais que ça venait nous chercher effectivement dans finalement ce que nous avions de plus précieux en termes de vivre ensemble, de lien social. Je crois que c'est le président de la République qui a dit aujourd'hui que nous allions pouvoir tester la solidité, la solidité de nos institutions, la solidité de notre démocratie. Et la démocratie, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous lie ensemble. Donc en t'entendant, j'imagine que tu fais aussi référence à ça. Et or aujourd'hui, c'est vrai qu'à la fois, quand on regarde autour de nous, il y a le meilleur. Voilà, on voit effectivement beaucoup de solidarité. On voit beaucoup de fraternité et je crois qu'aussi on voit le pire également, notamment par rapport effectivement à une certaine population qui ne comprend pas pourquoi on exige ce confinement aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui sont dans le déni, à la fois déni de l'épidémie et puis déni social également. Comment tu vis, comment tu ressens ces choses-là? C'est difficile parce que il y a déni, je dirais, un peu partout. Je dirais d'abord qu'il y a déni d'une façon générale de nos systèmes économico-sociaux, de la grande transformation à laquelle on est invité depuis maintenant de très nombreuses années pour beaucoup plus de fraternité, beaucoup plus d'harmonie avec le vivant, une réorientation complète de nos sociétés que quand même nombreux sont ceux qui en parlent aujourd'hui. Maintenant, c'est plus du tout le travail de quelques pionniers isolés. Et il y a d'abord un immense déni de nos systèmes économiques à ne pas changer de paire de lunettes sur qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, qu'est-ce qu'on regarde comme étant important pour l'être humain. Le premier déni commence là. Et à partir de là, il y a toute une série de dénis en cascade qui viennent nous toucher individuellement, bien entendu. Donc, moi, je prendrais les choses dans l'ordre. C'est à partir du moment où nos sociétés vont commencer à regarder quel type de civilisation et de société on veut maintenant construire, parce que nous sommes à un grand moment de changement maintenant. Je ne vais pas dire que tout le monde le dit, mais quasiment. Mais de quel changement parle-t-on? Quand la porte-parole du gouvernement parle du changement de paradigme, qu'est-ce que ça veut dire, un changement de paradigme? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit juste de faire comme on a fait en 2008 sur les marchés financiers après la crise financière où l'ancien président de la République avait annoncé que le monde ne serait plus le même? Je ne sais pas ce qui a vraiment changé. On a mis en place des mesures techniques bancaires, mais rien n'a changé fondamentalement. Et cette fois-ci, je crains fort que si nous ne comprenons pas collectivement de quoi il s'agit, et que ça ne soit pas l'objet d'un débat démocratique puissant, effectivement, nous allons recommencer jusqu'à que la prochaine crise vienne nous chercher encore plus fort. En tout cas, c'est une crainte. Et de quoi on veut parler pour se mettre en transition? C'est de dire que nos paires de lunettes pour regarder ce qui se passe ne sont plus les bonnes. Nous savons depuis des années que nos indicateurs économiques ne sont plus les bons. Les articles sur l'insuffisance du PIB, l'insuffisance de la prise en compte des éléments environnementaux et humains dans nos systèmes comptables, tout ça est archi connu maintenant. C'est plus des choses nouvelles. Qu'est-ce qui change vraiment? Quasiment rien. Nous savons que nous devons aller vers une économie de l'eau technologique, comme on dit en mauvais français. Qu'est-ce qui change là-dessus? La course de vitesse technologique qui ne fait que déplacer le problème écologique en termes de gaz à effet de serre, etc. En termes de matériaux et en termes de, je dirais, d'illusion d'un certain de greenwashing, mais d'illusion en fait de résolution de la crise écologique grâce à la technologie. Nous savons que nous devons avoir des modes de changement profonds de nos modes de transport, d'éducation, de relations les uns aux autres. Où est-ce que ça a lieu tout ça? Je ne le vois pas vraiment. Donc c'est là où je dis, bon, peut-être il y a du déni d'un certain nombre de personnes, qu'effectivement la crise n'est pas réelle, la crise sanitaire à laquelle bien sûr il faut faire face. Mais moi je trouve qu'il y a un déni immense du fait que depuis des années nous devons mettre nos sociétés en transformation profonde. Et une transformation, c'est 1, 2, 3, 4 générations. C'est pas un programme politique sur 2 ans. Et que cette décision de rentrer dans une grande transformation tarde et les événements vont nous l'imposer. C'est comme ça que je vis et je ressens les choses. On a l'impression qu'il y a un immense combat déjà depuis plusieurs années entre différentes forces, les forces peut-être du maintien du statu quo et puis les forces du changement. Il y a un combat qui se livre dans le monde, mais aussi peut-être à l'intérieur de chacun de nous. C'est vrai que par certains aspects, on avait l'impression ces derniers mois que
le capitalisme notamment, enfin le système capitaliste avec ce qu'on pouvait effectivement imaginer était en train de se renforcer, en train de capter effectivement, de récupérer à son profit également toutes les désirs, toutes les aspirations au changement pour les réinjecter à sa sauce dans son propre système. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Ivan? Voilà. Alors je pense aussi au chancelier autrichien qui il y a quelques jours disait que le monde d'après serait complètement différent du monde d'avant. J'ai trouvé ça intéressant dans la bouche d'un chef d'État. Qui effectivement puisse poser ces mots-là alors que nous n'étions qu'au début de la crise. Qu'est-ce qui peut nous permettre aujourd'hui de faire la bascule? Alors la première chose, moi je crois, c'est une approche individuelle et qu'on peut faire aussi en collectif, c'est ce à quoi le temps actuel nous invite, c'est le recentrage. D'abord nous recentrer, parce que les uns et les autres, nous sommes tous pris, et c'est dénoncé dans le monde du travail de façon constante, par une agitation, par un stress, enfin tous ces mots qu'on connaît tous très bien, qui font que nous sommes tous de plus en plus décentrés. Et d'ailleurs, de ce décentrage peut venir aussi une baisse de nos systèmes immunitaires, puisque nous ne pouvons plus faire face tellement nous sommes sollicités et hors de nous-mêmes. La première chose probablement pour la grande majorité d'entre nous, c'est de faire je ne veux pas dire ce travail, c'est tout simplement de revenir en nous et de profiter du moment pour écouter l'air du temps. Et vraiment, quand je dis l'air du temps, c'est l'écouter vraiment, c'est autour de nous, c'est pas une idée. L'air du temps qui nous dit d'aller à l'intérieur et d'écouter ce qui se passe. Donc de rentrer dans une forme effectivement de silence intérieur et d'écouter ce qui nous vient à ce moment dans ce silence intérieur. Ça peut paraître peut-être étrange pour des personnes qui n'ont pas ce type de pratique. Pour autant, moi je lis ce qui est en train d'arriver comme une invitation massive à ce que les uns et les autres, nous nous recentrions, nous écoutions ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour certains, ça sera le contact avec l'insécurité et la peur, alors la violence. Pour d'autres, c'est la solitude, pouvant aller vers la dépression. Pour d'autres, c'est la peur du vide et donc la nécessité de combler avec une forme d'agitation. Il n'y a pas de jugement dans tout ça. Il faut s'efforcer effectivement d'être soutenu et de se soutenir les uns les autres. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer en moi alors que je vis ce retrait, je vis ce moment très particulier? Ça commence comme ça, parce que si on passe là-dessus très vite, on aura loupé l'essentiel. Et à partir de là, en faire quelque chose ensuite, individuellement et collectivement. C'est-à-dire individuellement, qu'est-ce que j'ai appris dans cette période? Si demain, il y aura un demain avec, nous l'espérons tous, plus de coronavirus, en tout cas à court terme, nous l'espérons tous. Mais est-ce que pendant ce moment-là, j'aurais appris quelque chose sur moi et est-ce que j'aurais pris quelques décisions sur ce qui est essentiel dans ma vie? Ça, c'est à titre personnel. Mais à titre collectif, je crois qu'il faudra un immense bilan de comment cette crise a été gérée, de qu'est-ce qu'elle nous a enseigné, à l'image par exemple de la Convention citoyenne pour le climat. On pourrait imaginer une immense convention citoyenne aussi sur qu'est-ce que nous a dit cette crise collective, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné et qu'est-ce qu'on veut en faire pour réorienter. Prenons le gouvernement au mot, quand on nous dit que demain ça va être très différent, qu'on va changer de paradigme. Il ne s'agit pas j'imagine, de conduire les mêmes politiques, ni d'agir de la même façon, donc faisons-le, allons-y, de façon citoyenne, de façon démocratique. On a commencé des conventions citoyennes, allons-y, continuons avec d'autres systèmes de débat démocratique pour dire qu'est-ce qui se passe. Comme dit Edgar Morin, que nous ne savons qu'une chose, ce qui se passe, c'est que nous ne savons pas ce qui se passe. Alors justement, essayons de voir ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que l'air du temps nous dit du monde dans lequel nous sommes et de ce que nous voudrions en faire. Je crois qu'il y a besoin de cette réappropriation citoyenne, de ce débat, de cet échange sur des temps longs. Bien sûr, à court terme, il faut gérer la crise. Mais je dirais presque l'inverse de ce qu'a dit notre président sur l'état de guerre. Bien sûr, la guerre, ces mots s'adressaient à la gestion de la situation sanitaire. Je ne peux que partager je dirais, cette préoccupation de gérer efficacement. Mais à l'inverse, je crois que nous devons cesser d'être dans des logiques de guerre permanentes, parce que c'est ça notre société aujourd'hui, qui favorise la prédation, la compétition, infiniment plus que d'autres valeurs. On doit sortir de l'état de guerre permanent dans lequel le monde est plongé pour retrouver une paix intérieure,
orienter nos sociétés vers beaucoup plus d'harmonie, permettre aux individus de renouer avec eux-mêmes et avec les autres et avec le vivant. Ça, c'est un sacré chantier pour le post-coronavirus. En tout cas, moi, je l'appelle de mes voeux pour qu'il se passe quelque chose après. Justement, tout à l'heure, tu nous rappelais que ce virus, finalement, nous remettait face à la question de des interdépendances. Si on l'ignorait, on le redécouvre. Dimanche prochain, si le forum avait été ouvert, on avait au programme du forum une journée qui avait pour titre Vers une nouvelle conscience collective. Comment aujourd'hui, alors c'est bien effectivement d'organiser des conventions citoyennes dans notre pays, mais comment aujourd'hui faire en sorte que plusieurs milliards d'humains puissent prendre conscience de ce changement de paradigme, d'autant plus que nous en sommes à des stades de développement différents. Comment demain, Chinois, Américains, Européens, Africains, Américains, comment aller vers une nouvelle conscience collective? C'est une question difficile. Moi, je trouve que déjà, si on arrive dans un pays comme la France, qui est je crois qu'on peut le dire sans ethnocentrisme français, qui a quand même un rayonnement dont, en tout cas, ce qui se passe en France est observé partout dans le monde. Si déjà nous réussissions effectivement à faire de cette gestion de post-coronavirus quelque chose d'exemplaire sur le plan du débat démocratique, des profondes interrogations que ça suscite, du changement de paradigme, allons-y dans le changement de paradigme, je crois que ça aurait de fait déjà une influence importante, à la fois dans des conventions internationales, très clairement, il y a des grandes questions sur la gestion du libéralisme économique aujourd'hui qui doivent être abordées par tous les pays, et pas dans la logique du repli, mais dans la logique du recentrage, qui est tout à fait autre chose, pour moi en tout cas. Donc, il y a des grandes questions là-dessus, mais très clairement, moi, elles dépassent le cadre de mes compétences en termes de qu'est-ce qu'on peut faire à un niveau international. Moi, je trouve que ce qu'on peut faire déjà, c'est les uns et les autres, dans les entreprises, par exemple, comment travailler différemment. Cette crise montrera qu'on peut travailler complètement différemment. Imaginons demain, sur un plan très concret, et je ne réponds pas à ta question qui est très vaste sur le plan national, mais que tout d'un coup, on se dise que pour chaque personne, on ne doit pas avoir un lieu de travail qui est à plus d'un quart d'heure en vélo, un quart d'heure à pied. Comment on repense l'urbanisme, la vie de la cité, pour que chacun d'entre nous puisse avoir accès à une forme d'emploi à un quart d'heure de chez nous? C'est un projet politique majeur qui obligerait la coopération de tous les acteurs entre eux. On change complètement les modes de management, on crée partout des espaces effectivement qu'on appellera coworking, etc., mais des immeubles petits avec un petit nombre de personnes, mais partout en France. On recrée du commerce local, etc. Enfin, c'est des projets, on diminue le transport par 2 en faisant ça. Il y a eu déjà des études sur ces questions-là. Ça peut être un projet extrêmement mobilisateur pour se recentrer, pour que nos vies, qu'on ne soit pas besoin de subir dans le transport, par exemple, que vivent la plupart des gens, et la plupart du transport, c'est du transport subi. Comment réduire le transport subi de façon très significative? Alors, je le prends par des exemples concrets et simples qui ne répondent pas à ta grande question, mais je crois que si on commence comme ça dans tous les domaines de la société, ça va faire tache d'huile au sens positif, et effectivement, la France pourrait devenir ce que l'ambition qu'on pourrait porter les politiques, c'est de devenir un grand pays de transition écologique, démocratique, et tourner vers l'être et la fraternité. Ça, c'est un beau projet de société, je pense. Alors, si la France fait quelque chose, j'imagine que d'autres feront aussi beaucoup de choses et que ça aura un effet d'entraînement. Parce qu'il se passe des tas de choses ailleurs aussi que, pour ma part, j'ignore, mais qui doivent aller dans le même sens, qui doivent aller absolument dans le même sens. Alors voilà, je peux pas répondre à une question aussi vaste que celle que tu poses, mais je donne un regard. Tout à l'heure, tu nous invitais surtout à un recentrage pendant cette période de confinement. Nous recentrer, le mot qui me venait aussi, c'était se réaligner. Tu m'avais dit juste avant lors de notre entretien tout à l'heure que finalement cette crise était l'occasion d'explorer cette frontière entre intérieur et extérieur, entre intériorité et extériorité. Alors, sinon, pour traverser cette crise, cette épreuve, au niveau individuel, voilà, nous sommes tous confinés, nous-mêmes nous sommes confinés. Voilà,
voilà, quelles invitations tu aurais envie d'adresser aux uns et aux autres pendant cette période pour bien vivre, pour vivre le mieux possible ce temps de confinement, pour qu'il soit utile, qu'il soit fécond, qu'il soit... Oui, alors nos situations sont différentes puisque certains sont seuls, d'autres sont en famille, d'autres sont suroccupés effectivement en première ligne, comme je disais tout à l'heure, donc on est tous dans des situations différentes. En tout cas, pour ceux qui sont reclus, confinés, c'est peut-être plus facile à un moment, tout à l'heure je disais, de réapprendre peut-être à respirer, mais respirer, ça ne veut pas juste dire la respiration biologique, c'est ressentir la respiration intérieure et de comment l'air du temps, j'emploie encore ce mot-là, comment l'air du temps vient nous chercher et qu'est-ce que l'air du temps a à nous dire. Voilà, s'autoriser ces espaces de silence intérieur et d'écoute intérieure, qu'on peut faire d'ailleurs en collectif, hein. Moi, j'ai proposé dans ma famille des méditations collectives avec des membres de ma famille qui méditent pas particulièrement. Bon, par exemple, bon, mais il y a mille et une façons de faire. On peut même faire ça à distance, etc. Mais voilà, ce moment. Et puis, je parlais de la force du lien, la fraternité, de la solidarité. Peut-être une pratique très simple, c'est de respirer à partir du cœur. Voilà, ça c'est pour chacun individuellement. Et chacun ressentira comment respirer à partir du cœur. Et puis après, moi je crois que dans peut-être les invitations, il y aura un après, et dans cet après, ne pas laisser la porte se refermer. Il y a une porte qui s'ouvre, peut-être pour certains de façon violente, de façon interpellante, peut-être très inconfortable, probablement pour chacun d'entre nous, mais que cette porte ne se referme pas. Parce que je crois que sinon, de toute façon, le monde viendra nous chercher à nouveau, et encore plus fort. Et puis le dernier point, c'est peut-être de cultiver. Tout à l'heure, tu m'as posé une question quand on a un peu préparé. Tu m'as parlé de quel livre conseiller, ce genre de choses-là. Alors j'étais très très mal à l'aise parce que je me dis, mais quel livre conseiller? Il y a tellement de bons livres, j'ai un peu de mal à répondre à la question. Par contre, ce qui me vient depuis quelque temps, c'est l'importance de la poésie. Et en particulier dans ce moment-là, parce que la poésie va nous connecter à nos espaces intérieurs. Alors, je ne veux pas forcément dire que tout le monde doit lire de la poésie, mais en tout cas, si tu me demandes qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est se connecter avec cette lecture du monde sensible et qui nous aide à garder la porte ouverte, peut-être. Alors, justement, par rapport à la poésie, je t'ai invité à choisir un texte poétique, à partager avec nos auditeurs. Et voilà, j'aimerais que tu nous dises ce que tu as choisi, et peut-être de nous le dire. Et puis après, je te demanderai en quoi ce texte te touche aujourd'hui et en quoi il résonne avec ce que tu nous as partagé jusqu'à présent. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, bon, puisque tu as parlé de poésie, tiens, lis-nous un poème. Alors, j'ai été chercher ce que je savoure depuis quelques temps maintenant, qui est la lecture de Savitri, de Sri Aurobindo. Bon, c'est la pensée pour ceux qui connaissent de Sri Aurobindo. Et j'ai ouvert presque au hasard dans le livre 4 et 5, chant 3, et je suis tombé sur un passage où j'ai trouvé que ça résonnait bien avec ce que j'avais envie de partager avec toi et tous ceux qui écoutent et qui écouteront. Voilà, donc je vais lire ce petit passage, donc extrait de Savitri. Et Savitri, pour ceux qui ne connaissent pas, est un grand poème épique écrit par Sri Aurobindo. Effectivement, c'est 11 volumes traduits en français, donc c'est très important et très, pour moi, très éclairant et enthousiasmant. Donc, un extrait d'une vingtaine de 25 lignes environ. Donc, ça nous parle donc Savitri est la fille du soleil, en quelque sorte, et le roi Awashpati, effectivement, est celui qui a appelé le soleil pour avoir une fille, et c'est Savitri qui s'est présentée. Donc, le roi Awashpati, derrière les rayons de cette aurore, écoutait d'autres sons que n'entendent point nos sens matériels. Dans un subtil interspace qui encercle nos vies, s'ouvrent les portes ensommeillées de l'esprit intérieur,
et l'inaudible musique de la nature se laisse surprendre. À travers le lourd trimar cyclique des vies impatientes, à travers l'harcelante urgence des soucis présents, l'hymne sans mots de la terre à l'ineffable, montée du cœur ardent du vide cosmique. Le roi écoutait la voix étouffée des pouvoirs à venir, le murmure derrière les barreaux lumineux du temps. De nouveau, la formidable soif soulevait sa flamme, demandant une vie parfaite sur la terre et pour les hommes, implorant une certitude dans ce mental incertain et un bonheur sans ombre pour le cœur souffrant des hommes, et une vérité qui s'incarne dans un monde ignorant et un Dieu qui divinise enfin les formes mortelles. Alors, jaillit d'un lointain ciel de la pensée, capté secrètement par le scribe récepteur, une parole a résonné dans les corridors de son cerveau et laissé son empreinte sur les cellules enregistreuses. Ô race née de la terre, que le destin emporte et que la force contraint. Ô futiles aventuriers dans un monde infini, prisonniers d'une humanité de nains, tournerez-vous sans fin dans la ronde du mental autour d'un petit moi et de médiocres riens. Vous n'étiez pas né pour une petitesse irrévocable, ni bâti pour de vains recommencements. Vous étiez fait de la substance de l'immortel. Vos actes peuvent être de rapides foulées révélatrices. Votre vie, un moule changeant pour les dieux qui grandissent. Un voyant, un puissant créateur est en vous. La grandeur immaculée veille sur vos jours. Des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les cellules de la nature. Voilà, je voulais juste... Merci Ivan de nous partager ce texte. Et du coup, qu'est-ce qui... Alors, tu m'as dit que tu avais en fait ouvert au hasard tout à l'heure et tu étais tombé sur ce passage et que ce passage finalement il rejoignait ce que tu nous avais partagé. Oui, parce que il nous connecte avec cet appel de l'être vers le temps, vers le moment, vers l'instant présent. Et au fond, cet être qui appelle, il se met à l'écoute et il reçoit et il capte des choses. Et puis, ce qu'il capte le renforce dans son pouvoir immense finalement d'être cosmique au fond, d'être en tout cas qui porte bien plus qu'il ne le croit et qui a des potentialités infiniment plus grandes que celles qu'il croit avoir. Donc, c'est peut-être cette invitation qui nous est faite de nous faire confiance dans nos capacités dans ces moments-là que nous traversons, qui ne sont pas des moments faciles, que nous avons les réponses en nous et que si nous nous mettons à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur, au-delà de l'agitation de la surface, et l'agitation peut être forte, c'est vrai, dans des moments comme cela, nous avons des réponses si nous voulons bien les écouter et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était approprié de partager ça avec vous. Merci Ivan, on va bientôt être amené à se quitter, à clôturer notre échange. Est-ce que du coup tu aurais un dernier message à adresser à nos auditeurs, Non, je voulais juste vous remercier de m'avoir permis de partager avec vous. Je vois pas tous ceux qui nous regardent ou nous regarderont, mais je me sens connecté avec eux. Et puis remercier vraiment le Forum 104 de jouer ce rôle justement qui renforce les liens dont je parlais tout à l'heure dans ces moments-là, pour tous ceux qui voudront se connecter à ça. Et donc merci vraiment à vous, équipe du Forum, et à toi Frédéric, de permettre cela entre nous. En tout cas, c'est vrai que cette période de confinement nous invite à une certaine créativité, voilà, notamment par rapport aux moyens digitaux qui nous ont été donnés par, certains, c'est vrai, critiquent beaucoup les réseaux sociaux, etc. Ce sont ceux qui nous permettent de rester en lien et nous permettent de continuer à naviguer dans ce monde troublé et à traverser cette épreuve. Moi, ce que je retiendrai de notre échange, Ivan, si tu veux bien, c'est cette invitation à garder la porte ouverte. On disait tout à l'heure qu'une porte s'était entrouverte, qu'il ne fallait pas la laisser se refermer. Voilà, moi, je souhaiterais qu'on puisse, en tout cas, moi, je garde cette image, hein, et cette invitation qui nous est faite à chacun et chacune de laisser cette porte ouverte. Voilà, qu'est-ce que nous allons en faire demain? Cette porte est déjà ouverte, non pas demain, mais aujourd'hui, ici et maintenant, là où nous vivons, là où nous sommes. Merci beaucoup, Ivan. Merci à toi et à tous ceux qui sont en connexion et qui seront en connexion demain avec nous. Bonne période à venir.
de réflexion, d'intériorité, d'écriture aussi. Je suppose que tu vas continuer à écrire pendant ces jours-ci. Et puis, vous qui nous avez retrouvés sur la page du forum, voilà, on est en train de réfléchir à d'autres rendez-vous. Je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui. Ça cogite. Si vous avez des idées d'intervenants, d'ailleurs, vous pouvez nous les communiquer sur la page du forum 104, hein, des thèmes que vous voudriez voir développés, des intervenants que nous pourrions inviter. On réfléchit aussi à mettre en place des webinaires. Voilà, des conférences qui normalement auraient dû avoir lieu au Forum 104 et qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de la fermeture, eh bien, pouvoir vous les proposer grâce aux outils numériques et digitaux. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Restez chez vous, lisez, et puis surtout, voilà, prenez soin de celles et ceux avec lesquels vous vivez. Faites attention à ce qui vous entoure et prenez le temps de respirer. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir, Ivan. Au revoir.